Bonsoir, nous sommes le mercredi 9 septembre. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition de votre journal d'information. On commence tout de suite avec les titres de votre actualité locale. Près de 80 réfugiés venus de Syrie et d'Irak viennent d'arriver dans les Yvelines à l'initiative de l'association Habitat et Humanisme. Ils sont accueillis à Bonnel, abrités au monastère des Orantes. La Croix-Rouge a pris la logistique d'accueil en charge. Nous y étions. Le département lance aujourd'hui ses assises de la ruralité. 160 des 262 communes du département comptent moins de 2000 habitants. Les Yvelines possèdent de vastes territoires ruraux. Mais comment se passe la cohabitation avec le tissu urbain? C'est ce que nous verrons. Enfin, il faudra attendre 2017 pour voir le chantier de la RD30 à Plaisir terminé. D'ici là, les travaux se poursuivent et il faudra prendre son mal en patience, que l'on soit riverain ou automobiliste, le point à suivre. Transport toujours et le réaménagement du quartier de la gare de la Verrière qui se précise. Ce soir, dans quelques heures, c'est la réunion d'enquête publique sur le doublement du pont Schuller qui assure la liaison avec Maurepas, un axe de passage régulièrement engorgé. Et pour en parler, je reçois Philippe Leclerc de la direction des mobilités de la communauté d'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines qui est en charge du dossier. Bonsoir à vous. Bonsoir. Nous parlerons de ce sujet dans quelques instants, nous y reviendrons. Mais avant cela, parlons de l'actualité du jour. L'actualité du jour, c'est la France qui a accueilli ses premiers réfugiés syriens et irakiens. Dans les Yvelines, 78 personnes sont arrivées dans la commune de Bonnel depuis Munich, en Allemagne, prises en charge par la préfecture et l'association Habitat et Humanisme. Ils ont été placés dans la paroisse d'Orantes, où ils seront logés pendant un mois en attendant le traitement de leur demande d'asile. William L. et Camille Lambert étaient sur place. Ils ont assisté à l'arrivée de ces réfugiés. Regardez. Fatigués par leur long voyage, mais le sourire aux lèvres, ces réfugiés expriment leur joie, chacun à sa façon. 78 réfugiés sont arrivés à Bonnel cet après-midi en bus depuis Munich. 47 Syriens, 30 Irakiens et un Palestinien. Leur arrivée au monastère d'Orantes marque la fin d'un très long périple pour certains. Nous avons usé de tous les moyens de transport, voitures, bateaux de sauvetage. Après ce long voyage et après tous ces kilomètres et ces pays, et ce que le monde a vu à Budapest, c'est le début d'une victoire pour nous d'être ici en sécurité. En partenariat avec la préfecture, c'est l'association Habitat et Humanisme qui a préparé leur arrivée dans ce monastère, une opération qui s'organise depuis 2 mois. 2 familles étaient du voyage avec 3 enfants qui vont enfin pouvoir apprécier le confort d'un vrai lit. Ce sont des chambres qui sont petites, sans doute trop petites, mais entre ce que ces personnes ont connu et puis ce qu'ils leur est proposé aujourd'hui, en fait, c'est comme le temps, c'est vraiment une lumière en fait pour ces personnes. C'est un lieu de prendre soin, quoi. C'est un lieu de prendre soin. Il faut que les gens qui ont souffert se disent, mais finalement, l'accueil qu'on reçoit, c'est un accueil qui marque à notre égard en fait du respect. Voilà. Après un court discours de bienvenue, les réfugiés ont rejoint le réfectoire pour prendre leur premier repas chaud. Dans les jours qui viennent, ils seront soutenus dans leur demande d'asile en préfecture. Cet après-midi, priorité, l'accueil humain, si vous me permettez ce terme. C'est de savoir quels sont leurs besoins. Vous avez vu, il y a 2 familles. Mais quels besoins ils ont, particuliers, qui prennent possession des lieux, de leurs chambres, des lieux communs, qu'ils mangent un peu là déjà. Et dès demain matin, évidemment, et de manière accélérée, renforcée, tout ce qui est accueil administratif, demandeurs d'asile, demande d'asile, et statut de réfugié dans le laps de temps le plus court possible. 60 places pourraient s'ajouter aux 80 déjà disponibles. Les réfugiés devraient rester ici pendant 1 mois en attendant de trouver une solution plus durable. Mais pour eux, c'est déjà un énorme soulagement. Et nous sommes en ligne avec Bernard Devers, président de l'association Habitat et Humanisme. Bonsoir à vous. Nous l'avons vu dans le reportage qui vient de suivre. Nous avons vu justement donc, ces réfugiés arriver à 13h30. Pouvez-vous nous dire comment se portent ces hommes et ces femmes? Comment s'est passée leur arrivée? À leur arrivée, c'est des hommes et des femmes qui étaient fatigués par leur voyage, bien évidemment. Ils sont partis hier au soir de Munich
vers 23 heures, sont arrivés à 1h30 effectivement à Bonnel. Bon, et puis au-delà du voyage, c'était des hommes et des femmes qui ont dû quitter leur pays. Évidemment, vous avez vu qu'il y avait des enfants aussi, hein. Il y avait 3 petites filles. En raison de l'hostilité que chacun connaît bien, donc malheureusement. Et donc le sujet, c'était effectivement de leur offrir une hospitalité. Comment de passer d'une hostilité à une hospitalité. Vous avez mis 2 mois à organiser justement cette arrivée pour les accueillir. Comment ça s'est organisé un petit peu? Alors écoutez, c'est une organisation qui s'est faite avec l'État, les services de l'État, avec les associations. Il y avait aussi la Croix-Rouge, hein. Il n'y a pas Habitat Humanisme gère le site, mais il y a aussi la Croix-Rouge qui intervient. La commune, le maire, vous avez aussi entendu le maire qui marque véritablement une volonté d'aider ces familles, quoi. Quelles sont peut-être les premières choses que donc ces réfugiés vous ont demandé en premier? Écoutez, la première chose ils n'ont pas d'abord demandé, ils ont dit merci. Voilà. Voilà. C'est important de souligner cela. Avant toute demande, ils ont dit merci. Merci pour, finalement, vous avez vu, il y a une personne qui s'est baissée, qui a baisé le sol et qui témoignait que finalement ce sol, c'était pour elle cette possibilité en fait de pouvoir revivre. Et donc il y a de la part de ces hommes et de ces femmes, de ces familles, en fait une espérance extrêmement forte pour quitter des lieux qui ont été souvent tragiques. Hein. Ils ont aussi parfois laissé de la famille, d'abord laissé physiquement de la famille, de la famille aussi qui est décédée, etc. suite en fait à des attentats, etc. Donc il y a un lieu en fait ce soir. Pour beaucoup d'entre eux, ils vont pouvoir vivre dans un lieu où ils n'auront pas la crainte d'assassinat, de violence. Donc, bien sûr, voilà, c'est vraiment une bonne chose de les accueillir. C'est un lieu de repos pour eux. Est-ce que vous savez comment va se passer justement les prochains jours? Quel va être le quotidien de ces 78 réfugiés dans les prochains jours, là, le mois à venir? Alors le quotidien va être marqué par beaucoup d'interventions. Là, je viens d'avoir aussi une intervention de l'État demain matin. Donc, en fait, il va y avoir une rencontre de chacune de ces personnes, hein, où elle en est sur sa situation personnelle. Ils vont passer d'un statut, en fait, ce qui est un statut d'ailleurs, de migrant à un statut de réfugié. Donc, une possibilité, en fait, de se retrouver dans une normalisation, en fait, au sein de notre pays. Donc, ça, c'est le premier plan. Il y a toute une attention sur les questions de la santé, hein, donc c'est la présence de la Croix-Rouge. Il y avait une personne qui est descendue d'un car qui avait, effectivement, il a fallu mettre une attelle, donc actuellement est à l'hôpital, enfin, etc. Voilà, donc à la fois, il y a un prendre soin, il y a du soin à apporter, et aussi pour tous, un prendre soin. Merci beaucoup Bernard Devers d'avoir répondu à notre question. Nous suivrons bien sûr cette actualité. Au revoir. Ce sont donc les premiers réfugiés qui sont arrivés dans les Yvelines. La France commence à prendre des dispositions pour accueillir ces populations qui fuient massivement le conflit syrien. C'est un premier pas. Mais qu'en est-il après l'accueil? Comment aider ces réfugiés qui arrivent en France? C'est la question que nous vous avons posée. Regardez. Comment est-ce qu'on peut aider ces migrants qui arrivent en France? C'est compliqué, j'ai l'impression. Je pense qu'il faut réfléchir à comment on peut le faire pour le mieux, dans leur intérêt, dans l'intérêt de tout le monde. Ce qu'il faut, c'est prévoir ce qui va arriver, parce que c'est pas terminé. Et on aimerait que des politiques prennent ça en charge et commencent à avoir des discussions sérieuses pour la suite. Voilà. Je ne sais pas, parce que la France ne peut pas accueillir tout le monde. On a des enfants qui ont été au chômage et tout. Et puis on se retrouve avec cette masse de personnes qu'on ne peut pas les aider, honnêtement. Il ne faut pas oublier non plus les SDF qu'on a aussi en France. Donc il faut arriver à jongler vraiment avec les deux. Ensuite, des logements libres, il y en a, on le sait. Bon, il peut y avoir aussi des gens qui se portent bénévoles, aussi. Également dans l'actualité de ce mercredi 9 septembre, le conseil départemental lance les assises de la ruralité, des assises pour mieux répondre aux problématiques que rencontrent les ruraux. Une consultation que Pierre Bédier, son président, souhaite la plus large possible. Il ne veut pas que ses habitants soient oubliés et se réfugient dans un vote contestataire. Les précisions de Maxime Lemaine. Selon l'agence départementale Ingénierie, 9% de la population yvelinoise vit dans des communes rurales.
Quelles sont leurs préoccupations, leurs inquiétudes et surtout comment y répondre? C'est tout l'intérêt des assises de la ruralité lancées le 9 septembre. Elles se dérouleront en 3 temps forts, concertation de novembre à décembre, analyse de janvier à février et enfin restitution en mars. On entend les problématiques qui se posent, on nous parle de transport, on nous parle chez moi il y a une problématique de parking autour des gares, on nous parle de beaucoup de sujets, donc on a bien une idée de ce qui peut sortir, mais on ne filtre pas, on n'impose pas de sujet au démarrage de ces réunions. La parole est vraiment libre, on veut vraiment prendre le pouls de la ruralité. Selon Pierre Bédier, la ruralité est troublée. Bien qu'il se défende d'être dans une démarche électoraliste, il confesse en substance une certaine inquiétude quant à la présence d'élus FN sur près de la moitié des cantons yvelinois au 2e tour des élections départementales. Il s'agit de dire qu'à l'occasion des élections, les habitants, ils expriment une colère. Donc il faut essayer de comprendre cette colère, de l'analyser. On ne peut pas dire que ce soit les sujets d'immigration qui est marqué ces cantons. Il n'y a pas de tradition industrielle qui ait justifié la venue d'une population migrante. Donc c'est pas ça le sujet. Donc quel est le sujet? Essayons de bien le comprendre pour essayer d'apporter des réponses. Agriculteurs, chasseurs, habitants, élus, l'ensemble des Yvelinois ruraux sont invités à prendre part à ces assises. 5 réunions publiques sont prévues. La première aura lieu le 6 novembre à 20h à l'hippodrome de Rambouillet. Et à présent, un point circulation avec la rentrée, le retour des vacances. Vous êtes nombreux à retrouver les travaux, mais aussi les embouteillages de la RD30 à Plaisir. Cet axe majeur des Yvelines est régulièrement saturé dans la traversée de Plaisir. Le chantier a commencé en janvier 2015. Où en est-il à présent? Voici un petit état des lieux. Des montagnes de sable loin de la plage, c'est la nouveauté constatée par les automobilistes qui retrouvent la RD30 après les vacances. Les embouteillages, il y en a toujours, mais ils le savent, c'est pour la bonne cause. Je pense que ouais, c'était nécessaire, j'espère que ça va fluidifier le trafic par la suite. C'était un petit peu encombré, ouais. C'est vrai qu'il y avait tout le temps du monde en fait, à n'importe quelle heure, c'était encombré. Du changement, il y en a déjà sur l'échangeur de la Nationale 12. Le sens de circulation nord-sud se fait sur des voies aménagées pour l'occasion. Entre la rue Jules Régnier et l'avenue du Pressoir, les automobilistes circulent dans les 2 sens sur une chaussée provisoire. Piste fermée, itinéraire dévié, les piétons et cyclistes ne peuvent plus accéder à leur itinéraire habituel. Enfin, sur le giratoire du Petit Saint-Cloud, la circulation est réduite à 2 files. Des désagréments inévitables, notamment pour les plaisirois. Ça a quelques petites conséquences forcément de proximité d'habitation, puisqu'il y a du bruit quand même, il y a de la poussière, donc on en est conscient, mais comment faire autrement? Mais en tout cas au niveau de la circulation et des bouchons, ça n'a absolument pas amplifié, d'après ce qu'on me dit et les retours que j'ai, les difficultés qui étaient précédemment en place. Les travaux n'impactent pas seulement les habitants de Plaisir. 30 000 automobilistes passent ici chaque jour. Coût du chantier estimé 80 millions d'euros, un enjeu de taille pour le département. C'est une relation majeure sur 2 axes de circulation qu'il fallait relier, la départementale 113, l'autoroute A13 et la nationale 12. Entre les deux, vous avez un barreau, c'est le CD30. Fin des travaux annoncés à l'été 2017. Dès le mois de décembre, des perturbations plus importantes devraient être constatées. Et nous continuons à parler transport avec notre invité, Philippe Leclerc de la direction des mobilités à la communauté d'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines. Alors dans 2 heures, une réunion d'enquête publique va se tenir sur le raccordement du pont Chouleur qui va relier Morpas à la Verrière. C'est un projet qui est attendu depuis une dizaine d'années. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots justement ce grand projet ? C'est un projet qui effectivement a déjà été engagé quelque part il y a plus longtemps encore, puisque on a des réserves foncières qui ont été effectuées déjà du temps de la construction de la ville nouvelle. Donc il y a eu en 2007 une étude de desserte de transport en commun en site propre sur l'ensemble du territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines. Et c'est dans le cadre de cette étude et la prolongation des aménagements que voit le jour, ou que verra le jour en tout cas en 2018, le pont Chouleur, qui est une première séquence
en préfiguration de l'ensemble de ce dispositif de transport en commun. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots les travaux et en quoi cela va consister? Qu'est-ce que ça va changer également pour les habitants? Alors, un transport en commun en site propre, c'est quoi? C'est une infrastructure routière, en fait, destinée à privilégier la circulation des bus pour déjà faciliter le report modal des automobilistes vers les transports en commun. Et puis, donc, ça n'est pas seulement un projet lié au bus, puisqu'on en profite pour développer également des aménagements cyclables, donc une piste cyclable, de nouveaux trottoirs. On sécurise l'ensemble des déplacements et on fluidifie également l'axe du boulevard Schuller, puisque des aménagements de voirie sont destinés à contourner en particulier la gare de la Verrière. Donc il va y avoir plusieurs étapes. Ça va être en une, deux étapes. Les travaux vont commencer en 2017, il me semble. Les travaux débuteront effectivement en 2017 pour une durée d'un peu moins de 2 ans, 18 mois. Donc se termineront normalement à l'automne 2018. Donc les objectifs, c'est fluidifier les transports pour les automobilistes, les piétons également, que ça se passe mieux aussi. Il y a une question environnementale là-dedans? Oui, il y a une question environnementale. C'est un projet qui est soumis à une étude d'impact environnemental de par l'ampleur des travaux. Donc il y a un enjeu de santé publique également, puisque c'est un aménagement qui, encore une fois, devrait désengorger la circulation sur ce secteur qui est fortement empreint de la circulation automobile, puisqu'on est en contact direct avec la RN10. Donc il y a des vrais enjeux environnementaux. A priori, l'étude d'impact qui a été menée sur ce projet montre qu'il y a des effets très positifs sur l'environnement et sur la santé des gens. Une dernière question à Philippe Leclerc. Le chantier s'élève à plus de 11 millions d'euros. On l'a vu, beaucoup d'argent est aussi engagé dans les travaux de la RD30 à Plaisir. Comment expliquer cela alors qu'on est dans une période où les communes, les communautés d'agglomération doivent surveiller de près leur budget? Alors on a bénéficié d'un contexte favorable. Il y a le temps de l'action publique. Encore une fois, c'est un projet qui est arrivé à maturité. Aujourd'hui, on a 10 ans d'antériorité, donc il y a une vraie continuité et une cohérence pour faire aboutir ce projet. Il y a également, durant ces deux dernières années, une forte mobilisation de nos partenaires financeurs, que sont l'État, le Conseil général et la région, qui viennent abonder donc dans le financement de cette infrastructure. Donc les transports, c'est l'enjeu principal en ce moment, notamment dans le département des Yvelines. Merci Philippe Leclerc d'être venu en plateau et d'avoir répondu à nos questions. Merci. Je rappelle que la réunion a lieu ce mercredi à 20h à l'hôtel de ville de Maurepas. Nous y reviendrons dans notre émission de demain. Un mot d'économie à présent, c'est une réussite économique made in Yvelines. Générique, la marque de produits capillaires poursuit son expansion. L'entreprise familiale a son siège social à Paris, mais les entrepôts et les bureaux sont, eux, dans les Yvelines et plus précisément à Méré, près de Montfort-l'Amaury. Depuis 1 mois et demi, un nouvel entrepôt a ouvert ses portes. Un reportage de Mélanie Poquet. 5000 m², c'est la surface du nouvel entrepôt de Générique. La marque yvelinoise de produits capillaires low cost, lancée en 2004, s'agrandit à nouveau. L'objectif de cette société, c'est 15 ans, 15 millions. Nous sommes dans la 11e année et aujourd'hui, on a besoin d'espace. Donc aujourd'hui, on peut aller chercher les 15 millions avec ce nouveau bâtiment qui est entièrement automatisé. On a essayé de faire beaucoup de choses pour qu'on travaille de plus en plus vite pour répondre aux demandes du client. L'entreprise de 23 salariés envoie 4 à 5 000 colis par mois. Le nouvel entrepôt, le 3e pour la marque, a ouvert le 7 septembre dernier. On est composé de 15 personnes à travailler. 15 personnes qui sortent à peu près 300 à 350 colis par jour. Générique fournit 5000 salons de coiffure en France. Pour l'année 2015, l'entreprise prévoit un chiffre d'affaires de 9 millions d'euros. Et en cette rentrée, vous le savez, on parle beaucoup de l'environnement, c'est au cœur de l'actualité. On parle énormément de la Convention cadre de l'ONU sur les changements climatiques qui va se dérouler à Paris à la fin du mois de novembre. Mais vous êtes nombreux à vous demander que faire à un niveau plus modeste pour l'environnement. Pour nous en parler en plateau ce soir avec nous, Mélanie Poquet, journaliste de la rédaction de TFIL 78. Bonsoir Mélanie. Bonsoir Florane. Alors oui, le respect de l'environnement passe aussi par des gestes simples à réaliser chez soi, comme trier ses déchets, faire baisser ses consommations d'énergie, mais aussi réaliser ses propres produits d'entretien, et il existe des recettes. La recette du jour, c'est un produit nettoyant multi-usage que vous pourrez utiliser dans votre salle de bain, votre cuisine, mais aussi les pièces à vivre. Pour cela, rien de plus simple.
Il vous faut de l'eau, du vinaigre blanc, du bicarbonate de sodium et des huiles essentielles, arbre à thé, de citron, de cannelle en fonction de vos goûts et vos envies. Un contenant, celui que nous utiliserons ce soir, fait 250 ml, un petit entonnoir et une cuillère à café. Quels sont les avantages en fait, à réaliser ses propres produits soi-même, Mélanie? Alors, bien sûr, il y a des avantages écologiques et économiques. C'est en tout cas ce que nous a expliqué Maureen Lotte, chargée de mission à l'association Y-Graine, située à Trappes. Elle a réalisé les recettes sur les images. L'entonnoir sur le contenant, on y verse 2 cuillères à café de bicarbonate. Vous remplissez quasiment entièrement le contenant avec de l'eau. Ensuite, vous ajoutez la cuillère à café de vinaigre blanc, 3 gouttes d'huile essentielle à rajouter si vous le souhaitez, et vous secouez le tout. Le tour est joué. Si jamais vous voulez utiliser un contenant d'1 litre, vous utilisez une cuillère à soupe. Par contre, il faut préciser que pour commencer sa recette, il faut bien nettoyer tous ces ustensiles et bien respecter l'ordre pour éviter qu'il y ait des réactions un petit peu bizarres. Et justement, est-ce qu'il y a des dangers pour la santé, Mélanie? Il n'y a absolument aucun souci à craindre pour les habitants, que ce soit les êtres humains ou les animaux. Il faut porter par contre une petite attention sur les huiles essentielles. Il faut les éviter quand il y a de jeunes enfants, si vous êtes enceinte ou que vous allaitez. Et il faut aussi tester le produit sur les surfaces avant. Il n'y a pas tous ces impacts derrière sur la végétation, et notamment la végétation aquatique. En fait, sur certains produits qu'on trouve dans le commerce, notamment tout ce qui est déboucheur de canalisation, il y a ce petit pictogramme qui signifie tout simplement qu'effectivement, ça peut être dangereux, néfaste pour l'environnement et le milieu aquatique. Alors, si vous souhaitez découvrir d'autres recettes, l'association propose des ateliers. Toutes les informations se trouvent sur le site qui s'affiche actuellement en bas de votre écran. Et si, Mélanie, on ne trouve pas le temps de faire cette recette, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'il y a un petit geste pour l'environnement qu'on peut quand même faire soi-même? Eh bien oui, parce que dans le commerce, on trouve aussi des produits écologiques. Ils sont reconnaissables à des logos. Pour les identifier, l'ADEME, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, a réalisé plusieurs brochures. À l'écran, vous pouvez voir ce que l'agence appelle déjà les incontournables. Alors voilà Florane, il ne vous reste plus qu'à franchir le pas. Eh bien, merci Mélanie, je vais y réfléchir. En tout cas, chez vous, n'hésitez pas à tester cette recette et peut-être à partager votre expérience avec Mélanie qui vous répondra sur Twitter. Vous verrez bien si la recette fonctionne ou pas. En tout cas, merci Mélanie pour cette chronique. On vous retrouve tous les mercredis dans le journal et bien sûr dès le 25 septembre pour Équilibre, le magazine de l'environnement. Et de l'environnement à la culture, il n'y a qu'un pas. Dans le cadre de l'anniversaire du tricentenaire de la mort du roi Soleil, une exposition a été conçue au château de Breteuil autour de Louis XIV et l'introducteur des ambassadeurs, Louis-Nicolas, baron de Breteuil. Sont rassemblés des manuscrits avec les mémoires de celui qui fut en 1699 le responsable des relations officielles entre Louis XIV et les puissances étrangères. Plus de précisions à suivre dans Kiosque, l'émission culturelle de cette semaine. Et je le rappelle, c'est l'information principale de cette édition, l'arrivée dans les Yvelines de 78 réfugiés dans la commune de Bonnel. Ces réfugiés qui viennent de Munich en Allemagne. Ils ont été pris en charge par la préfecture et l'association Habitat et Humanisme ainsi que la Croix-Rouge. Ils sont accueillis dans la paroisse d'Orantes où ils seront logés pendant un mois en attendant le traitement de leur demande d'asile. Une actualité dont nous reparlerons dès demain. Et tout de suite, restez avec nous, ne ratez pas la première émission de Kiosque, l'émission culturelle présentée par Sephora Namani. C'est maintenant la fin de notre édition. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle édition de notre journal d'information en direct à 18h. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente soirée.